Donc, je m'appelle Yann Cusack, j'ai 41 ans, j'habite pas loin d'ici, à Famars. J'ai bossé 10 ans en communication, notamment à l'agence de communication intégrée du groupe La Poste. Dans ce cadre-là, je m'occupais du partenariat sportif que La Poste met avec les arbitres des 4 sports co, le foot, le hand, le rugby et le basket. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, en tout cas quand vous regardez les matchs, notamment de foot de Ligue 1, vous voyez les logos de La Poste sur les maillots des arbitres. Je suis juge arbitre international de tennis, je travaille à Roland-Garros, j'ai fait pas mal de fonctions à Roland-Garros ces derniers temps, chef des arbitres, le manager des 310 arbitres, et puis depuis 2011, l'un des 2 juges arbitres adjoints. Donc juge arbitre, c'est la personne qui fait les tableaux, les tirages au sort des tableaux, la programmation des matchs, donc avec toutes les épreuves qu'il y a à Roland-Garros. Vous savez peut-être qu'il y a un tournoi de tennis en fauteuil, il y a un trophée des personnalités, il y a les légendes qui jouent, et donc tout ça s'organise pour passer 860 matchs par tournoi. Eh bien, il y a un staff arbitrage dédié à cela. Je suis également speaker, comme le disait Guillaume, des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup depuis 2002. Et j'ai eu la chance cette année de vivre 4 rencontres à domicile en Coupe Davis, notamment la demi-finale à Roland-Garros, France-République tchèque, et France-Suisse, donc au stade Pierre-Mauroy, il y a 15 jours. Voilà, et puis dans mon parcours d'arbitre, j'ai eu la chance de participer à 3 Olympiades, Athènes en 2004, Pékin en 2008, et puis les Jeux paralympiques de Londres en 2012, où j'étais comme à Pékin, chef des arbitres, manager des arbitres. Voilà, quelques photos d'illustration. En haut à gauche, c'est le compte à rebours sur la finale de la Coupe Davis avec Matt Bastard, le chanteur de Skip the Youth. Donc c'était pas mal de décompter avant que les joueurs entrent sur le terrain devant 27 000 spectateurs. C'était le record, on a battu le record du monde d'un match officiel de tennis au grand stade. Pendant 3 jours, il y a eu 3 fois 27 300 et quelques spectateurs. Donc c'était un bel événement. Coupe Davis en bas à gauche, c'est les tirages au sort aussi des matchs avant les rencontres. Je fais également des conférences en entreprise, donc des grands-messes où il y a 500, 600, 700 personnes et où pendant 2 heures alternent des dirigeants d'entreprise. Et donc mon boulot, c'est de les interviewer, donc c'est animateur en conférence. Et puis à Roland-Garros, j'ai 2 images en haut à droite, donc dans mon staff, dans mon boulot de chef des arbitres, ça a été jusqu'à faire un petit déjeuner de rencontre entre des arbitres de tennis. Il y a des arbitres pros dans le tennis, puis des arbitres de haut niveau. Vous voyez là sur la photo Stéphane Lannoy, l'arbitre numéro 1 français qui est de la région, et puis à 2e en partant de la gauche, Howard Webb, l'arbitre anglais qui a fait la finale de la Coupe du Monde, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc au-delà des techniciens de l'arbitrage dans le tennis, j'ai essayé de creuser un peu, tirer la pelote du boulot des arbitres en faisant à ce moment-là une rencontre entre des arbitres de tennis et des arbitres de foot. Puis j'ai travaillé avec la fac des sports, notamment avec l'un de vos enseignants, Jérôme Grindorge, que vous voyez ici à gauche. Ça s'est passé à Roland-Garros avec les arbitres internationaux de Roland-Garros sur tous les travaux que vous menez ici à l'université, notamment Jérôme, les travaux autour de l'analyse vidéo et des travaux avec Dartfish. Donc on avait fait une analyse des situations d'arbitrage qui s'étaient passées à Roland-Garros, c'était en 2012. Donc un boulot dans la com, dans le sport de haut niveau avec l'arbitrage et le côté speaker qui me permettent d'avoir la chance de voyager, de voir du monde et de croiser un petit peu les expériences. Donc on va parler de Roland-Garros aujourd'hui. Roland-Garros, le plus grand tournoi du monde sur terre battue. J'ajoute le logo en bas à droite, c'est ma structure. Je quitte le boulot de salarié. Ces jours-ci, je monte ma propre structure de com où j'y mets tout ce que je viens de vous décrire, du speaker, du juge arbitre de tennis, et j'ai même créé un business club pour des dirigeants d'entreprise à Lille. Il s'appelle le Flandre Business Club. Voilà pourquoi il y a le logo en bas à droite, Microsport. Donc pour se mettre en jambe, à vous de jouer sur Roland-Garros. Je vais vous demander, j'aurais pu sortir des post-it pour que chacun écrive un mot-clé. Ça évoque quoi Roland-Garros pour vous? On ne va pas forcément penser à des joueurs connus. Vous avez tout de suite en tête une joueuse ou un joueur qui vient, mais un mot-clé, un adjectif qui qualifie Roland-Garros. Il n'y a pas de piège, c'est tranquille. Voilà, à quoi ça vous fait penser? Ça pourra réorienter mon propos au fil du temps. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, la terre battue. La terre battue.
Spectacle international. Grand Chelem. Légende. Monsieur. Tennis. Pas mal. Mademoiselle? Oui, aussi. Spectateur. D'autres mots-clés? Mademoiselle? Roland Garros? Un adjectif, hein, ça peut être sympa, moins sympa, l'image que vous avez de Roland Garros. Je laisse 2 secondes pour réfléchir. France Télévisions, qui a les droits, effectivement, qui a les droits de diffusion en France. Mademoiselle? L'histoire du sport, du jeu, du tennis. Événement. D'autres idées? Allez-y, hein. Monsieur? Oui? Rafael Nadal, mademoiselle, vous avez trouvé? Hein? Non? Rien ne vient à l'esprit? Quand vous... D'autres idées, d'autres mots-clés? Sponsor, on va en parler un peu. Pardon? Espagne. D'autres idées pour qualifier le tournoi? Si vous n'aimez pas, si vous avez un avis négatif, dites-le aussi, hein, c'est important de savoir d'autres idées. C'est bon? Ok. Donc effectivement, aujourd'hui, on ne va pas parler, je ne suis pas venu vous raconter l'histoire sportive du tournoi qui existe depuis plus de 80 ans, ni faire le palmarès des derniers vainqueurs, ni parler de Rafael Nadal qui a gagné 9 fois, dont cette année en 2014, mais parler de l'environnement économique, du tournoi, du fait que le tennis français qui compte un peu plus d'1 million de licenciés et 2 millions de pratiquants, le tennis, donc c'est le 2e sport en France le plus pratiqué. Vous citez les autres sports, donc c'est après le foot, le tennis est le sport le plus pratiqué par les Français devant l'équitation et le 4e sport, judo effectivement, et le basket ensuite. Donc 2 habitants sur 100 se révèlent adeptes du tennis, un sport jeune, 53% des licenciés ont moins de 18 ans, un sport mixte, 30% sont des femmes. Et donc, si on regarde en Europe, sur 5,3 millions de joueurs licenciés en Europe, la France concentre près de 21% des joueurs licenciés. Donc c'est vraiment un sport populaire en France et fortement ancré dans la population, dans la culture française, pardon. Et donc on va voir ensemble comment Roland Garros, le seul tournoi de Roland Garros, les revenus du tournoi de Roland Garros tirent le tennis français dans son ensemble. Alors, pour placer Roland Garros voilà, dans le paysage du sport français, Roland Garros, c'est 460 000 spectateurs par an, ça dure 15 jours, hein, donc il y a 40 000 spectateurs qui viennent, qui se portent au d'Auteuil chaque année. 3 milliards de spectateurs qui regardent Roland Garros pour 15 000 heures de couverture télé. C'est diffusé dans 200 pays par 150 chaînes. Et donc effectivement, quand j'entendais événements ou envergure internationale, Roland Garros est bien l'un des fleurons du sport français et qui a un véritable rayonnement international. Quelques chiffres, alors je ne sais pas si on les verra bien de là où vous êtes, je vais les commenter. 8500 personnes sont accréditées pendant Roland Garros, donc il y a 40 000 spectateurs, mais il y a 8500 personnes qui travaillent sur le tournoi. Quand on regarde l'impact économique d'un événement, on regarde ce qu'il y a autour, et notamment les nuitées. Il y a 11 000 nuitées, 11 000 nuits d'hôtel sur 15 jours de tournoi qui accueillent les joueurs, les arbitres, les officiels, les journalistes, bien sûr. Et c'est 19 hôtels qui sont utilisés pendant le tournoi. Puis un chiffre intéressant, qui est la norme 20 121 qui a été accordée cette année à Roland Garros. C'est une norme ISO qui a été créée pour les organisateurs des manifestations sportives. Vous, je suppose, dans vos cours et autres interventions, vous parlez de plus en plus de développement durable. Eh bien, un événement tel que Roland Garros, un événement de renommée internationale, n'échappe pas au développement durable et donc a été certifié cette année ISO 20121 qui
labellise le fait que Roland Garros intègre la politique de développement durable dans l'organisation du tournoi. Ça a commencé par le tennis, par le recyclage des balles. Il y a des opérations, vous savez, les balles de tennis qui sont en feutre et en caoutchouc, fabriquées avec du plastique et des matières. Donc il y a eu toute une filière de recyclage des balles qui s'est mise en place. Donc vous voyez même Roland Garros, où il y a de la consommation en veux-tu, en voilà, les événements sportifs se mettent aussi au développement durable. 18 millions, le nombre de spectateurs chinois qui ont suivi la finale du double dame remportée par une paire taïwanaise, sino-taïwanaise, avec une chinoise évidemment. Les followers sur le compte Twitter, 637 000. Les visiteurs sur le site rolandgarros.com, là-haut ici, 12 millions, et 266 millions le nombre total de pages vues sur le site rolandgarros.com. Et puis les journalistes, ils sont 1279 journalistes qui couvrent le tournoi. 109 pour Internet, 465 pour la presse écrite, 137 pour la radio, 408 pour la télé, et il y a également 160 photographes. Donc vous voyez, la presse, c'est un relais important pour relayer le tournoi de par le monde. Et vous voyez donc le nombre de journalistes qui travaillent sur le tournoi. Sur la finale de la Coupe Davis, ici à Lille, 350 journalistes sur les trois jours, globalement des Français et des Suisses. Donc vous voyez la proportion, 3 jours de Coupe Davis à Lille, 350 journalistes accrédités, et presque 1300 sur 15 jours à Roland-Garros. Parrain officiel de Roland-Garros, peut-être que ça aurait fait plaisir que quelqu'un le cite, ça aurait fait plaisir aux sponsors, le sponsor titre de Roland-Garros, vous le savez, est-ce que vous le saviez, BNP Paribas, affiché, on regardera dans le détail tout à l'heure comment s'affiche BNP Paribas et ce qu'ils mettent en place pour activer le partenariat, notamment à l'occasion de leurs 40 ans l'année dernière. Donc, sponsor titre depuis 41 ans, c'est BNP Paribas. Vous avez des partenaires officiels qu'on peut citer, GDF Suez qui est arrivé cette année, Longines, le chronométreur officiel du tournoi. Et donc, voilà deux partenaires officiels, des fournisseurs officiels en nombre de 13, et puis des marques partenaires dans le village. Roland-Garros a été le premier tournoi à créer le concept de village, c'est-à-dire des stands très cossus, très luxueux, de relations publiques, où les partenaires accueillent pendant tout le tournoi leur VIP et font des opérations de relations publiques. Exemple, Adecco, la société d'intérim, a un stand à Roland-Garros et le partenaire du tournoi de tennis en fauteuil. Et l'une des manifestations dans le village, c'est de faire le tirage au sort du tournoi de tennis en fauteuil avec les 8 meilleurs joueurs mondiaux hommes et 8 meilleurs joueurs mondiaux, 8 meilleures joueuses mondiales dames. Voilà le village et donc le poids des sponsors à Roland-Garros. Alors, le nombre total de spectateurs, pardonnez-moi, l'image ne paraît pas bien ici. Le chiffre 30 que vous voyez en haut à gauche représente en pourcentage le nombre de billets vendus à des spectateurs étrangers. Et quand on interroge ces spectateurs étrangers, ils nous disent quoi? Ils nous disent « Je suis venu à Roland-Garros, enfin en France et à Paris, exprès pour Roland-Garros, et je veux revenir en France. » Ça veut dire que le tournoi attire du monde, attire des étrangers, et derrière, les effets d'après-tournoi font que les étrangers reviennent en France et donc dépenser de l'argent en France et à Paris. Les offres 6700 offres VIP vendues au public, les places, quand on prend des places sèches, c'est-à-dire sans prestation à Roland-Garros, ça va à 50 € jusqu'à 100 €, etc. Mais pour des places VIP, ça va jusqu'à 700 €. Si vous voulez un repas, vous voulez le cadeau, les dirigeants d'entreprise qui invitent leurs grands clients, ça monte jusqu'à 700 €. Et quand vous vendez ça 6700 fois, vous voyez le chiffre d'affaires qui va bien avec. Et à droite, s'affichait le nombre de spectateurs
Nombre de spectateurs, 424, c'est pendant le tournoi, les 15 jours. Puis comme il y a des qualifications qui se déroulent une semaine avant, donc sur 3 semaines, vous voyez qu'on dépasse 450 000 spectateurs. Voilà pour situer Roland-Garros en quelques mots-clés. Vous en avez cité, puis en quelques chiffres. Je propose de faire questions. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je peux continuer? Ça va pour l'instant? Voilà. Donc Roland-Garros, ça va bien. Vous avez vu qu'il y a du monde qui regarde à la télé, il y a du monde qui s'y déplace, on en parle beaucoup. Mais Roland-Garros a besoin de se moderniser. Roland-Garros a besoin de se moderniser. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez entendu des choses là-dessus? Trop petit. D'autres idées? Pas de stade couvert, très bien. Arbitrage vidéo. Alors l'arbitrage vidéo, Roland-Garros est épargné pour l'instant. L'arbitrage, parce qu'on fait confiance à l'œil humain, et donc comme on peut aller, vous le savez, vérifier des traces sur la terre battue, il n'y aura pas d'arbitrage vidéo, en tout cas pour l'instant, à Roland-Garros. On fait confiance aux arbitres. Ceci dit, et je fais une parenthèse, l'arbitrage vidéo utilisé dans tous les autres tournois sur dur, beaucoup de tournois sur dur, les arbitres ont raison dans 2 tiers des cas. Donc, je défends l'œil humain et les arbitres vis-à-vis de la vidéo, qui est un très bon système. Mais à Roland-Garros, on n'en parle pas pour l'instant de l'arbitrage vidéo. Donc un toit sur le central notamment, et un stade qui est trop petit. Vous avez raison, messieurs. Pourquoi un toit? En cas de pluie. En cas de pluie, effectivement. Très bien. Non, parce que pendant les matchs sont souvent interrompus à cause de la pluie. Effectivement, donc ça permet d'avoir un toit sur le court central. Ça permet c'est marqué après dans le PowerPoint, c'est très bien de se prémunir des conditions météo, des mauvaises conditions météo. Un toit a été construit sur le tournoi de Wimbledon. Autre intérêt d'avoir un toit sur un court d'un tournoi extérieur. Pardon? Pratique nocturne, et donc économiquement. Pardon? Réduire la durée du tournoi. Éviter, alors ça rejoint effectivement la bonne idée sur la météo. Réduire le tournoi, est-ce qu'on aurait besoin de réduire le tournoi? Est-ce qu'on aurait envie de réduire le tournoi, de gagner moins d'argent, avoir moins de spectateurs et de ne pas faire le final le dimanche? Des matchs qui peuvent s'éterniser, ça permet au moins, s'il y avait un nombre précis de matchs dans la journée, Oui. ça permet De finir. Alors ça rejoint la météo et la nuit, on va dire. C'est de jouer sur court couvert et donc de finir les matchs, si on a été retardé par la pluie, de les finir le soir. Économiquement. Augmenter le nombre de matchs, en faisant des matchs la nuit. Voilà, augmenter le nombre de matchs, et quand on va plus loin, faire une double billetterie, une billetterie de jour. On vend des tickets, on remplit 15 000, il fera 16 000 le nouveau central. 16 000, vous vendez des tickets en session de jour et des tickets en session de nuit. Et donc vous gagnez 2 fois le chiffre d'affaires, ou 1 fois 3/4 le chiffre d'affaires sur une journée. Donc 2 bonnes raisons de vouloir mettre un toit sur un court central. On va voir des images du stade dans quelques instants. Cette modernisation du stade est effectivement essentielle pour préserver la pérennité de ce tournoi qui est en danger. On a dit qu'il était trop petit, ce stade. Eh bien oui, l'Australie, l'Open d'Australie, qui fait partie des 4 tournois du Grand Chelem, vous savez que les 4 plus grands tournois du monde sont les tournois du Grand Chelem, il y a 20 hectares en Australie, il y a 17 hectares à Wimbledon, et on l'a dit, le court central est couvert, presque 19 hectares à l'US Open, et le petit Roland-Garros, pour l'instant, est à 8,5. Et donc, quand vous regardez la géographie du tennis mondial, Roland-Garros perd un petit peu de terrain, est un peu petit, et il y a des tournois qui se bousculent au portillon. Le centre de gravité du tennis se balade vers, de votre côté, vers l'Est, vers l'Asie, et donc il y a des tournois qui, avec le développement du sport en Asie, notamment du tennis, eh bien des tournois qui peuvent frapper à la porte en disant, eh bien, moi je suis prêt
à mettre de l'argent sur la table et à acheter le titre du tournoi du Grand Chelem. Alors un titre de Grand Chelem, ça ne s'achète pas comme ça. On n'achète pas une légende, on parlait de légende tout à l'heure, on n'achète pas la légende du sport comme ça à coût de millions de dollars. Néanmoins, pour bien accueillir ces populations que sont les joueurs d'abord, les spectateurs, les médias, Roland-Garros se doit de s'agrandir. Alors, Roland-Garros, c'est un modèle vertueux parce que ça rapporte de l'argent. On a indiqué ici que le chiffre d'affaires annuel le chiffre d'affaires est de 167 millions d'euros et le stade est la propriété de la Fédération française de tennis. Comment se répartit le chiffre d'affaires de Roland-Garros ? C'est presque équitablement réparti. 37% les médias, donc les droits télé, on a dit 150 chaînes, 200 pays, 15 000 heures, etc. La télé paye pour diffuser Roland-Garros. Et dans le chiffre d'affaires, 37% vient des médias. 22% des partenariats avec les sponsors dont on parlait tout à l'heure, la billetterie. Et donc si on fait une double billetterie, le chiffre de 20% que vous voyez en bas à gauche, eh bien, va être amené à augmenter, à rééquilibrer un petit peu les choses. Et puis les opérations de relations publiques en violet, 21%. Donc voilà le modèle, en tout cas la répartition du chiffre d'affaires du tournoi de Roland-Garros qui rapporte 167 millions d'euros. Mais c'est, je vous le disais il y a quelques instants, la principale source de financement du deuxième sport pratiqué en France. Il rapporte 50 millions d'euros par an pour le tennis français. Et donc, le tournoi participe, on l'a dit, avec les touristes étrangers au rayonnement international de Paris et de la France. Et puis, le tournoi permet des retombées indirectes et directes sur l'économie de l'Île-de-France avec 277 millions de PIB pour l'agglomération parisienne. Donc, quand on regarde le tournoi, l'idée, c'est pas de se dire j'aime Nadal ou j'aime pas le tennis ou j'aime bien le tennis féminin. Ou, voilà. Quand on est ici dans cette salle pour parler du modèle économique d'un événement sportif majeur, et vous voyez que derrière tout ça, il y a beaucoup d'argent. Et donc si Roland-Garros ne bouge pas, si on n'entame pas des travaux, le modèle économique vertueux ne va plus fonctionner. 2,2 milliards, pour vous citer un autre chiffre, c'est le chiffre d'affaires que représente le tennis en France, réparti comme suit. J'ai pas fait de camembert. 785 millions de chiffre d'affaires pour les équipementiers, 612 millions pour le tennis amateur, 600 millions dans le tennis professionnel et 182 millions, donc ces quatre chiffres additionnés font 2,2 milliards de chiffre d'affaires. Ça emploie du monde aussi le tennis. 28 000 personnes, soit 18 000 en équivalent temps plein, dont la moitié dans le tennis amateur. Et puis Roland-Garros mobilise chaque année 4 700 personnes, soit 682 équivalents temps plein. Donc moi-même qui ai la chance d'y travailler 3 semaines, je suis comptabilisé dans ces 4 700 personnes. Et comme je fais que 3 semaines, ramener 3 semaines sur une année, voilà, ça correspond, je suis une petite partie de ces 682. Donc l'organisation d'un événement majeur, ça emploie du monde et ça ressurgit sur tout le tennis français. De quoi a besoin le tournoi? Ces messieurs l'ont dit, on a rigolé, mais regardez, offrir des conditions d'accueil et de confort optimales pour l'ensemble des populations et surtout se prémunir des aléas météo, ça a été cité, bravo. Qui est allé déjà à Roland-Garros ou est passé dans le coin? Qui a déjà fait le marathon de Paris? Car c'est autour du 35e kilomètre qu'on tourne autour de Roland-Garros. Vous connaissez un peu, vous avez vu des images aériennes, voilà. Donc on est à la frontière entre Paris et Boulogne. Et donc on n'est pas dans les champs comme si on construisait Roland-Garros derrière le centre d'entraînement du VAFC. On est dans un espace confiné qui a été créé en 1928. Et donc on ne peut pas beaucoup s'agrandir.
On veut agrandir Roland-Garros, 8,5 hectares, mais il n'y a pas de place. Comment fait-on? Eh bien, on essaye de rester à Roland-Garros. On peut construire dans des villes alentours, dans l'Île-de-France. Il y a le projet de Marne-la-Vallée qui a surgi à Gonesse et à Versailles. Est-ce que vous savez ce qui a été retenu au final? Versailles, ça veut dire que Roland-Garros va aller à Versailles? Comment dites-vous? Reste à Roland-Garros. Voilà. Effectivement, la décision qui a été prise par le bureau de la Fédé, l'Assemblée générale de la Fédé, la décision a été prise de rester à Roland-Garros malgré des 3 autres projets sympathiques. Marne-la-Vallée, c'était soutenu par des élus. C'était le grand challenger face à Paris. Il y avait plein de terrains, 30 à 35 hectares. Et donc on pouvait faire plein de choses, non seulement les terrains de tennis couverts, découverts, etc., mais également des restaurants, des magasins, des entreprises. Ça permettrait de rentabiliser un investissement important de 525 millions et de bénéficier des équipements déjà réalisés pour Disneyland Paris, parce que c'était collé à Disneyland Paris. On part d'un côté de légende du sport, 80 ans, on refait un parc d'attractions du tennis juste à côté. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça n'a pas été, retenu, parce que l'ardoise était élevée et ça sentait un peu le Disneyland Paris bis. Projet de Gonesse, le terrain était bon, un peu moins cher que Marne-la-Vallée, moins éloigné de Paris, proche des aéroports, bonne desserte pour les transports, mais ça ne fait pas très glamour de dire qu'un tournoi du Grand Chelem est à Gonesse. Malheureusement, cette ville du nord de Paris, vous vous souvenez où il y a 15 ans, il y avait un avion qui s'était crashé, c'est près de l'aéroport du Bourget, ne bénéficiait pas d'une belle image malheureusement. Versailles, c'est plus glamour. On peut faire un Roland-Garros sur un terrain militaire. Le site est prestigieux, au pied du château de Versailles. On y rêve d'y faire venir un métro automatique. On est très cher en revanche, et ce qui a fait que le projet n'a pas été retenu. Même si le projet n'a pas été retenu à 550 millions, et en plus la Fédé ne pouvait pas être propriétaire du terrain. Donc des villes candidates, comme il y a eu récemment des villes candidates pour construire le nouveau stade de rugby dans la région parisienne, on se manifeste parce qu'évidemment, si on installe dans sa ville un nouveau centre d'attraction, eh bien, ça intéresse les municipalités. Il y avait de beaux dossiers, mais finalement, il a été décidé de rester à Paris.